Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Patrice Lesgourg, donc je suis président du comité d'investissement conseil du fonds Currency Performance. Sur le plan on va dire un peu plus académique, je suis docteur en sciences économiques, je suis chercheur au CRAMFIC, le centre de recherche et d'analyse en macroéconomie et finance internationale, et je suis également professeur associé à l'Université catholique de Lille où j'enseigne notamment la finance et la croissance économique. Aujourd'hui, j'aimerais présenter avec vous un thème qui est intéressant et qui n'est pas souvent traité. C'est celui des devises comme classe d'actifs. Bon, ça c'est assez connu, mais c'est surtout la notion de frontière d'efficience et de l'efficience des marchés des devises. C'est un concept qui est véritablement au cœur de la gestion de portefeuille et malheureusement c'est pas suffisamment traité sur le marché des devises car cela a des implications assez importantes en termes de gestion. Donc, le programme de cette présentation se fera en 3 temps. Dans un premier temps, nous verrons quelles sont les propriétés des devises comme classe d'actifs. Ça, c'est un thème qui est assez connu, je pense, de tous. Dans un deuxième temps, nous verrons les devises et la frontière d'efficience d'un portefeuille d'actifs, c'est-à-dire comment inclure les devises dans un portefeuille d'actifs et comment faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible. Donc pour répondre à cette question-là, on va avoir recours à la théorie de Markowitz. C'est un universitaire et prix Nobel d'économie. Il a développé cette théorie que l'on appelle la frontière d'efficience ou la frontière de Markowitz en 1952. Et ensuite, nous verrons, enfin dans une dernière partie, le concept d'efficience d'un marché. On va se poser la question de savoir si le marché des devises est un marché qui est efficient. Et en fonction de la réponse que l'on va apporter à cette question, on va pouvoir en tirer un certain nombre de conclusions sur les techniques de gestion qui sont possibles de mettre en place. Donc on va commencer par la première partie, les propriétés de devises comme classe d'actifs. Bon alors je reviens très rapidement sur le forex et qu'est-ce que c'est. Bon j'imagine que tout le monde sait évidemment ce que c'est, donc je vais le faire en une minute vraiment. Donc le terme forex est la contraction de foreign exchange et cela désigne tout simplement en français le marché des devises ou le marché des changes. C'est un marché de gré à gré interbancaire qui compte un volume de 5 000 milliards de dollars chaque jour, tout compris, spot et produits dérivés, selon le dernier rapport de la BRI. Alors quelles sont les caractéristiques des devises? C'est vraiment ces éléments-là qui sont importants pour la suite de la présentation. Tout d'abord, les devises, c'est une cotation qui sont exprimées en prix relatif, ce qui est différent des actions et des obligations, bien entendu. C'est surtout la possibilité d'utiliser un fort effet de levier. Alors, généralement, les effets leviers qui sont proposés par les brokers sont assez importants, puisqu'on voit des effets leviers qui vont jusqu'à 100, voire même parfois jusqu'à 500. Donc voilà, c'est une des caractéristiques de ce marché-là, c'est de pouvoir avoir accès à une ligne de crédit et avoir un niveau de leverage qui est assez important. Autre caractéristique, c'est la faible volatilité des devises en comparaison des autres classes d'actifs comme par exemple les actions. Alors attention, quand je dis qu'il y a une plus faible volatilité, j'entends par là qu'il s'agit des paires de devises majeures dans un premier temps et surtout qui concernent les monnaies qui se caractérisent par un régime de change flottant et non pas par des régimes de change fixes. Bon, par définition, un régime de change fixe, comme c'est fixe ou quand c'est intermédiaire, c'est-à-dire que la volatilité est encadrée et gérée, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir une volatilité extrême à un moment donné lorsque l'ancrage est par exemple abandonné, ce qui a été le cas pour le franc suisse que vous connaissez tous. Mais de manière générale, par exemple pour la parité euro-dollar, la volatilité de cette parité est moins volatile de l'ordre de 20 à 30% par rapport aux actions du CAC 40. Donc ça c'est déjà une propriété des devises. Et enfin, dernière propriété qui est elle vraiment fondamentale, qui est la plus importante de toutes, c'est la faible corrélation des devises par rapport aux autres classes d'actifs, et ce même en situation de crise financière. Et j'aimerais vous le démontrer au travers de la présentation d'une matrice de corrélation
qui permet de mettre en évidence le fait que les devises permettent une très bonne diversification des risques. Donc ici vous avez, cela apparaît à l'écran, une matrice des corrélations qui présente la relation entre différentes classes d'actifs. Alors je rappelle tout simplement que une corrélation c'est quoi? C'est une mesure statistique de l'intensité du lien statistique entre deux variables. Et ce tableau-là donne la relation d'intensité statistique entre différentes catégories de classes d'actifs que vous avez ici positionnées en colonne. Donc vous avez les actions américaines, vous avez les actions dans sa globalité, vous avez les matières premières ici dans la troisième colonne. Dans la quatrième colonne, vous avez les hedge funds. Dans la cinquième colonne, vous avez les obligations à rendement fixe. Vous avez ensuite le forex, enfin, puis vous avez les obligations high yield, investissement grade aux États-Unis. Et l'idée est de mesurer la corrélation qu'il peut y avoir entre ces différentes classes d'actifs. Cette matrice-là vous donne ces coefficients de corrélation sur une période qui va de 1994 à 2010. Bon, les chiffres n'ont pas été réactualisés parce qu'ils ont été pris d'une source extérieure. Si vous voulez consulter ces tableaux ou avoir accès à ces données, je vous renvoie directement à la source que vous avez en dessous du tableau. Donc là déjà, il y a plusieurs enseignements que l'on peut tirer de cette matrice des corrélations. C'est qu'on voit déjà que les devises présentent un niveau de corrélation plus faible que les autres classes d'actifs. On va prendre un exemple. Si on compare les actions américaines, US Equities, par rapport aux matières premières, on voit que le niveau de corrélation est de 0,29. Alors juste une petite règle pour rappeler un peu les règles de statistique, mais quand on a un coefficient de corrélation qui se rapproche de 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien statistique entre les deux variables étudiées, et lorsque le chiffre tend vers 1, cela signifie que l'intensité est de plus en plus importante, et quand on a le chiffre de 1, c'est-à-dire que la corrélation est strictement parfaite. On voit que la relation ici statistique entre les actions américaines et les hedge funds est de l'ordre de 0,74, c'est-à-dire que la corrélation est déjà assez forte. La corrélation entre les actions et les actifs à revenus fixes est de l'ordre de 0,55. Là aussi, c'est une corrélation qui est moyenne, voire forte. Et puis on voit dans la colonne Currencies, enfin Foreign Exchange, que les devises présentent le niveau de corrélation la plus basse par rapport aux autres classes d'actifs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que si on veut diversifier un portefeuille d'actifs, les devises constituent déjà un bon candidat pour cela. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, pourquoi? Parce qu'on a vu pendant la crise financière que malheureusement, en situation de stress financière, ce niveau de corrélation pouvait changer. On a notamment constaté, observé que le niveau de corrélation entre les différentes classes d'actifs a considérablement augmenté pendant la crise des subprimes. La question est la suivante: est-ce que les devises constituent réellement une classe d'actifs de diversification et est-ce qu'on peut réellement la mettre en place dans un portefeuille d'actifs, y compris en situation de crise financière? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter une deuxième matrice de corrélation qui apparaît à l'écran maintenant. Cette fois-ci, les chiffres qui apparaissent correspondent à une période comprise entre 2007 et 2009, qui correspond, je dirais, à la période de juin 2007 à juin 2009, donc qui correspond au plus gros de la crise financière. Et là, il est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que les classes d'actifs ont réagi. Deux constats. Premier constat, on observe qu'il y a eu un renforcement de la corrélation entre les classes d'actifs, hormis celle des devises. Si je remets l'écran, vous pouvez observer la première matrice de corrélation. Donc par exemple, si on voit la relation qu'il y avait entre les commodities et les actions américaines, on voit que le niveau de corrélation était de 0,29. Si on compare les commodities par rapport à Global Equities, on voit que c'est 0,38. Qu'est-ce qu'il en est maintenant en situation de crise financière? Je rebascule sur la deuxième matrice, on voit que les chiffres ont augmenté. La corrélation a augmenté, on est à 0,53 et 0,62. Et cela est vrai pour toutes les classes d'actifs, sauf pour la classe d'actifs des devises, où on voit que le niveau de corrélation a même diminué. On voit, on est à 0,05 pour la première ligne, 0,09 pour la deuxième, 0,06, 0,24, 0,09, alors que sur la matrice précédente, je la remets pour comparer, le niveau de corrélation était plus élevé, 0,19, 0,15, 0,02, 0,22 et 0,21.
Donc là on touche à une propriété des devises qui est extrêmement intéressante, qui sont extrêmement intéressantes à intégrer dans la gestion de portefeuille. Alors comment on peut intégrer les devises comme classe d'actifs dans un portefeuille d'actifs financiers? Alors pour répondre à cette question, on a besoin d'utiliser une théorie qui est vraiment, je dirais, le socle de la théorie financière aujourd'hui, qui est la théorie de la frontière d'efficience, ou la frontière de Markowitz, qui a été développée par Markowitz en 1952, et il a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux. Vous avez donc cette frontière qui apparaît maintenant à l'écran. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer, et je vais en faire la démonstration tout à l'heure, je vais rentrer dans le détail, mais là on constate que cette frontière d'efficience est une frontière qui est établie sur un plan avec en ordonnée le rendement espéré et en abscisse le risque, c'est-à-dire la volatilité. Et on constate que lorsqu'on compare un portefeuille qui est constitué à 100% d'actions et un portefeuille qui est composé à 80% actions et 20% devises, on voit qu'on a une augmentation de la frontière d'efficience, c'est-à-dire qu'on a le jeu de la diversification qui se fait, ce qui signifie que pour un niveau de risque donné, par exemple ici on va prendre le cas de 8%, on a un niveau de rendement espéré qui est supérieur. Ou on peut le voir autrement, pour un niveau de rendement donné, on a un niveau de risque qui diminue. Et ça, c'est la propriété même de la diversification de portefeuille. Et à ce titre-là, les devises jouent un rôle particulièrement intéressant. Alors j'aimerais vous en faire la démonstration, c'est pour ça que je vais basculer sur une deuxième diapo et détailler le raisonnement pour, je dirais, tracer cette frontière d'efficience et le faire pas à pas avec vous. Voilà, donc là l'écran apparaît donc un plan, vous avez en ordonnée le rendement espéré, vous avez en abscisse le risque, c'est-à-dire la volatilité. Et la question est la suivante, comment est-ce que l'on trace une frontière d'efficience? Alors, à ce titre-là, pour faire la démonstration, j'ai positionné ici un point qui correspond en fait à un actif. Cet actif-là, il se caractérise par deux informations. Son niveau de rendement qui est projeté en ordonnée et son niveau de risque qui est projeté en abscisse. Ici, le point qui apparaît à l'écran n'est pas un point qui est optimal. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans l'ensemble des possibles qui est représenté ici dans l'écran, il existe un autre point, c'est-à-dire un autre actif, qui a pour un même niveau de risque, un niveau de rendement qui est supérieur. Donc c'est ce point-là qui est optimal, et non pas celui-ci. De la même manière, on voit que ce point qui se situe à gauche est optimal par rapport à celui-ci, car pour un même niveau de rendement, ce point-là présente un niveau de risque qui est inférieur. Donc la frontière d'efficience, c'est tout simplement l'ensemble des actifs financiers qui sont optimaux du point de vue du couple rendement-risque. Bon, voilà. Alors cette simple présentation-là est assez novatrice, même si ça peut paraître évident aujourd'hui, mais en tout cas en 1952, voilà, c'était assez novateur et ce type de raisonnement-là a valu le prix Nobel d'économie à Markowitz. Bien. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, si on inclut dans l'ensemble des possibles un actif qui présente une plus faible volatilité et une plus grande décorrélation par rapport aux autres classes d'actifs, ça a automatiquement pour conséquence d'augmenter la frontière d'efficience. C'est automatique. Ça n'a rien de magique, c'est le simple fait que dans la matrice des variances-covariances, on a inclus des actifs qui sont moins volatiles, moins corrélés, ça fait augmenter l'ensemble des possibles et ça fait rehausser la frontière d'efficience. Donc j'ai envie de dire que d'un point de vue de la construction d'un portefeuille, afin d'atteindre un portefeuille qui soit le optimal d'un point de vue du couple rendement-risque, il est absolument nécessaire d'inclure les devises comme classe d'actifs. Après, la question de savoir si on peut gagner de l'argent sur les devises, ce sera une question qu'on va aborder sur la notion d'efficience du marché des devises, mais en tout cas en termes de coût de rendement-risque, il est absolument nécessaire d'inclure des éléments de diversification et les devises, compte tenu de ses propriétés de décorrélation, de faible volatilité, constitue un candidat absolument idéal. Et d'ailleurs aujourd'hui la plupart des sociétés de gestion depuis une dizaine d'années font de plus en plus une gestion active des devises pour tirer profit de ces propriétés. Bon.
La présentation de la frontière d'efficience ne s'arrête pas là, puisque le marché des devises a d'autres propriétés comme celle de pouvoir utiliser un fort effet de levier. Et j'aimerais vous montrer comment on peut utiliser cette autre propriété qu'est l'utilisation d'un fort effet de levier pour atteindre une composition de portefeuille optimale qui vise encore à sécuriser le portefeuille encore plus. Alors, pour terminer, la frontière d'efficience, vous voyez, c'est une forme concave, mais généralement, pour avoir une frontière d'efficience qui soit parfaitement efficiente, optimale, on doit toujours inclure un actif sans risque que vous retrouvez ici sur l'axe des ordonnées. L'actif sans risque, évidemment, se caractérise par une absence de risque, c'est pour ça qu'on se positionne à 0, et par un niveau de rentabilité. Alors, quelques commentaires sur les actifs sans risque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore parler d'actifs sans risque aujourd'hui, compte tenu, je dirais, du risque systémique que nous avons connu lors de la crise des subprimes en 2007-2008 et compte tenu de la bulle obligataire qui existe aujourd'hui, y compris sur des obligations d'État? Bon, je pense que c'est difficile de parler d'actifs véritablement sans risque. Bon, en tout cas, il existe quelques candidats assez intéressants aujourd'hui. Par exemple, les comptes à terme bancaires et notamment des crédits municipaux. Les crédits municipaux présentent des comptes à terme aujourd'hui qui ont un niveau de rendement de l'ordre de 2 à 2,5%, et ça constitue un très bon candidat. Pour rentrer dans une composition de portefeuille. En plus de ça, les crédits municipaux sont des banques qui font des prêts sur hypothèque. Cela signifie qu'ils ne gèrent pas l'argent de leurs clients de manière spéculative sur le marché financier. Et pour 1 euro prêté, il y a 2 euros qui sont pris en hypothèque. Donc le modèle économique des crédits municipaux me semble être, je dirais, tout à fait solide, avec des niveaux de rémunération qui sont assez intéressants. Alors si on inclut un actif sans risque dans l'ensemble des possibles, à ce moment-là, la frontière d'efficience n'a plus cette forme qui est concave, mais ça devient une droite, puisque la frontière d'efficience part de ce point-là, de l'actif sans risque, jusqu'à la tangente de la courbe concave, et ensuite elle reprend sa courbe normale. Alors, j'en viens maintenant à cette propriété de l'utilisation de l'effet de levier. Grâce à l'effet de levier, on voit qu'on peut en réalité prolonger cette frontière d'efficience par la droite qui apparaît à l'écran en rouge. C'est-à-dire que la frontière d'efficience n'est plus une courbe, elle devient une droite. Et cette droite-là, on l'appelle en théorie financière la droite de marché. Donc, l'utilisation des devises comme classe d'actifs permet de rehausser la frontière d'efficience, et le fait d'inclure dans l'ensemble des possibles un actif sans risque permet de linéariser cette frontière d'efficience, et le fait de pouvoir utiliser un effet de levier fait que cette frontière d'efficience devient totalement une droite. Dernière propriété qui est assez intéressante et qui est propre au marché des devises, c'est la possibilité de pouvoir avoir accès à ces lignes de crédit, cet effet de levier, à un taux d'intérêt de 0% par jour. C'est-à-dire si vous rendez l'argent auprès de votre broker avant 23h GMT, cela ne vous coûte rien. Bon, évidemment, si vous gardez une position overnight, vous allez avoir un rollover, vous allez devoir payer pour avoir cette ligne de crédit. Mais si on utilise cet effet de levier en intraday, enfin, gestion spéculative au jour le jour, à ce moment-là, on a un changement de la frontière d'efficience. La droite de marché prend une pente qui est un peu plus positive. Pourquoi ? Tout simplement parce que normalement, quand on utilise de l'argent qui nous est prêté à 0%, la droite ne part plus de l'actif sans risque, qui est de l'ordre de 2,5% dans le cas des crédits municipaux, mais part de 0. Donc si la droite, on la faisait partir de 0 et qu'on la fait passer par la frontière d'efficience, et qu'on la repositionne au niveau de l'actif sans risque, vous avez cette droite-là en gras qui constitue la frontière d'efficience. Alors cette propriété elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'on constate que grâce au jeu de la diversification, grâce au jeu des devises, plus faible volatilité, une plus grande décorrélation par rapport aux classes d'actifs et la possibilité d'utiliser un effet de levier, vous avez pour un niveau de risque donné, vous avez un niveau de rendement qui est nécessairement plus élevé. Et ça, c'est simplement lié, c'est simplement fait à ce jeu de la diversification.
Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis dans le fonds que nous gérons, et son titre l'indique, nous gérons une partie de notre allocation qui est de 10% sur les devises pour bénéficier de cet effet de décorrélation, cet effet de diversification de notre portefeuille qui permet, pour un niveau de risque donné, qui ne change pas, d'avoir une espérance de gain qui est nécessairement supérieure. Cela ne signifie pas qu'on va gagner automatiquement plus d'argent en investissant dans les devises, mais en tout cas cela signifie qu'on a une espérance de gain qui augmente pour un niveau de risque qui lui ne bouge pas. Ça c'est certain, c'est automatique, c'est mathématique. Alors une bonne stratégie qui est possible de réaliser là-dessus, et j'invite un petit peu les auditeurs à pourquoi pas l'appliquer, puisque c'est finalement ce que nous faisons dans le cadre de la gestion de notre fonds, c'est d'essayer de mettre en place une stratégie de hedging, c'est-à-dire que vu que vous avez la possibilité d'utiliser un effet de levier qui est relativement fort, moi ce que j'invite à faire c'est d'investir 90% de l'allocation de votre portefeuille ou de votre épargne sur un actif sans risque, donc vous êtes certain d'avoir une rémunération de l'ordre de 2 à 2,5%, vous investissez ça par exemple auprès des crédits municipaux ou d'une autre banque, peu importe, et puis le reste de l'allocation, admettons 10%, vous pouvez l'investir sur le marché de devises avec un effet de levier, de telle manière à pouvoir recomposer votre portefeuille directement sur le marché des devises avec l'effet de levier. Alors, si vous avez 10 000 euros à investir, vous investissez 9 000 euros auprès de compte à terme, vous avez une rémunération de 2 à 2,5% qui est garantie. Le reste, les 1 000 euros, vous les investissez avec un effet de levier de 10 et vous recomposez votre patrimoine sur le marché des devises. Vous avez 90% qui est sécurisé sur les comptes à terme et vous avez une perte que vous pouvez évaluer à 2,5% sur la partie devise. Et si vous réalisez 2,5% de perte, celle-ci sera compensée automatiquement par la rentabilité des comptes à terme. Et vous avez ainsi une stratégie qui est complètement hedgée. Et au-delà de 2,5%, vous commencez à perdre de l'argent. Mais voilà, ça c'est ce type de stratégie que nous mettons en place dans notre fonds d'investissement sur la base de cette théorie de Markowitz, de la frontière d'efficience. Et ça, cela me semble être tout à fait intéressant. Donc on a vu comment, grâce à ces propriétés des devises comme classe d'actifs, comment est-ce que l'on pouvait améliorer la frontière d'efficience, et on voit comment on peut établir une stratégie qui est relativement finalement sécuritaire, en tout cas qui est hedgée à hauteur de 90% avec ce jeu de l'effet de levier. Cela ne signifie pas qu'on va gagner automatiquement l'argent sur les devises. Bien entendu, c'est notre espérance de gain qui augmente pour un niveau de risque qui est donné. Maintenant, la question que l'on va aborder dans une troisième partie, c'est est-ce que l'on peut gagner de l'argent véritablement sur le marché des devises. Et pour répondre à cette question-là, j'aimerais aborder avec vous un thème qui est rarement abordé par l'industrie du Forex, c'est celle de l'efficience du marché des devises. Parce que c'est au cœur même de la gestion de portefeuille. Avant de choisir une philosophie d'investissement ou une approche d'investissement, on doit nécessairement se poser la question de l'efficience du marché. Parce qu'en fonction de la réponse que l'on va apporter à la question est-ce que le marché est efficient, on va devoir nécessairement adopter une approche qui sera sans doute différente. Donc la question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce que l'efficience d'un marché? Qu'est-ce que cela recouvre? C'est une notion qui est académique, qui est un petit peu abstraite, j'en conviens, mais qui pourtant a des implications pratiques qui sont extrêmement importantes. Donc qu'est-ce que l'efficience d'un marché? La première définition a été donnée par Fama en 1969 et lui dit qu'un marché est réputé informationnellement efficient si le prix d'un actif coté sur ce marché reflète sa valeur fondamentale, c'est-à-dire si ce prix intègre l'ensemble de l'information disponible, c'est-à-dire l'information passée, présente et future. C'est ça l'efficience des marchés. C'est un marché qui va refléter totalement l'information, qu'elle soit présente, passée, présente, future. Janssen, en 1978, va compléter cette définition originelle en ajoutant qu'un marché est efficient par rapport à un ensemble d'informations données s'il est impossible de réaliser des profits en spéculant sur la base de l'ensemble de l'information disponible. Alors, j'en conviens, c'est très académique, on peut se poser la question, bon d'accord, très bien, est-ce que le marché est efficient? Est-ce qu'il reflète l'intégralité de l'information? Bon, qu'est-ce que cela peut avoir comme implication pratique?
L'implication pratique, elle est assez importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle en gestion de portefeuille qui est assez simple. Si un marché est efficient, cela signifie que vous n'avez aucune perspective de battre le marché, c'est-à-dire de générer une performance supérieure à ce que le marché fait. Je donnerai un exemple, celui du marché des actions. L'indice du marché actions français, c'est le CAC 40. Bon, si le marché des actions est un marché qui est efficient, alors il serait absolument illusoire de croire que vous pouvez, de manière prolongée dans le temps, battre l'indice CAC 40. Alors, si vous voulez investir sur les devises et que vous savez que le marché est efficient, faites une gestion passive, c'est-à-dire investissez dans un indice ou dans un ETF. Non seulement vous n'aurez pas les frais de gestion qui sont inhérents à une société de gestion, et vous avez une très grande probabilité d'avoir une performance qui sera meilleure que si vous faites une gestion discrétionnaire. En revanche, si le marché est inefficient, alors cela signifie qu'il y a des opportunités que l'on peut capter, et à ce moment-là, ce que l'on recommande, c'est une gestion active et discrétionnaire. Donc là, vous voyez que cette question fondamentale de l'efficience du marché a des implications qui sont extrêmement importantes en termes de philosophie d'investissement, parce que c'est ça qui va déterminer si vous devez avoir une gestion passive ou une gestion active. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant sur le marché des devises? Comment est-ce que l'on peut appréhender l'efficience du Forex et en fonction de la réponse que l'on va apporter à cette question-là, vous saurez s'il y a une opportunité ou pas de faire des gains déjà sur le marché des devises. Je crois que ça c'est déjà fondamental, parce que si le marché des devises il est efficient, autant vous dire que c'est quasiment impossible de réaliser un gain sur ce marché-là. En revanche, s'il s'avère que c'est un marché qui est inefficient, ça veut dire qu'il y a des opportunités de faire des gains, et on va voir comment. Déjà on va donner plusieurs définitions de l'efficience du marché des devises, et on va voir que ces différentes définitions sont plus ou moins validées et que cela offre plus ou moins des possibilités d'investir sur ce marché des devises. Donc je vais me référer ici à une étude qui a été réalisée en 2008 par Bouvenet et Di Filippo, qui ont essayé de répondre à cette question de l'efficience du marché des devises. Et ils l'ont fait de manière tout à fait remarquable, puisque leurs travaux ont été assez commentés en recherche académique. Et ils ont donné en fait 3 définitions de ce que pouvait être l'efficience du marché des devises. Tout d'abord, ils ont défini l'efficience financière, qui implique l'absence d'opportunités d'arbitrage sur le marché des devises et l'absence d'erreurs de prévision systématique, et qu'en moyenne la valeur du taux de change est égale à celle de ses fondamentaux financiers. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que si le marché des devises est efficient du point de vue financier, il y a 3 définitions, on va les voir, mais d'un point de vue financier, cela signifie qu'il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer sur le différentiel de taux d'intérêt entre 2 banques centrales. Voilà, par exemple. Vous ne pouvez pas également faire de bonnes... il n'y a pas d'erreur de prévision dans les positionnements des acteurs sur le marché des devises. Alors s'il n'y a pas d'erreur de prévision, ça veut dire qu'il est absolument impossible de battre le marché. Voilà. Et si la valeur des devises reflète les valeurs des fondamentaux, là aussi il n'y a pas possibilité de faire des gains par rapport à un écart d'une devise par rapport à sa valeur fondamentale. Alors je vais répondre directement à la question qui est la suivante. Est-ce que le marché des devises est efficient du point de vue financier? Bon, la réponse elle est claire de ce point de vue là. On verra que pour les autres formes d'efficience c'est moins clair, mais là-dessus c'est clair. Non, le marché des devises n'est pas un marché efficient. Cela signifie qu'il y a bel et bien des opportunités de faire des gains, et notamment c'est la stratégie de carry trade, stratégie de portage qui vise à faire un gain sur le différentiel de taux d'intérêt entre 2 banques centrales. D'après les tests empiriques qui ont été réalisés, il est possible d'avoir une stratégie gagnante, volatile certes, mais gagnante quand même sur ce type de stratégie de carry trade. Alors comme il est possible de faire des gains sur ce type de stratégie, cela infirme l'idée que ce marché puisse être efficient sur le marché des devises. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que finalement ceux qui veulent se lancer sur une stratégie de carry trade, il y a une opportunité de gain qui est avérée. En tout cas d'un point de vue académique c'est avéré. Deuxième forme d'efficience qui a été mise en évidence par Bouvenet et Di Filippo, c'est l'efficience macroéconomique. Alors l'efficience macroéconomique implique que les évolutions du taux de change
correspondent à celles de ses fondamentaux, c'est-à-dire par exemple la productivité, la balance courante, l'endettement externe d'un pays, etc. Et qu'elles permettent donc de corriger à moyen long terme les déséquilibres macroéconomiques. On sait tous que le taux de change est une variable macroéconomique clé, notamment pour rééquilibrer la balance commerciale. Voilà. Ça, c'est la définition de l'efficience macroéconomique. Tout à l'heure, j'aborderai la question de savoir si ce marché des devises est efficient d'un point de vue macroéconomique ou pas. Et puis enfin, troisième définition de l'efficience du marché des devises, qui a été donnée par Bouvenet et Di Filippo, c'est l'efficience spéculative, qui implique l'absence d'opportunités durables de profit à partir d'opérations spéculatives. Donc la question qui vient maintenant, c'est, on va traiter successivement de l'efficience. J'ai déjà répondu à l'efficience financière, non, le marché n'est pas efficient d'un point de vue financier. Est-ce que le marché des devises est efficient du point de vue spéculatif? Ça, je crois que c'est vraiment la question qui doit vous tarauder. Est-ce qu'il est possible de faire des gains en spéculant sur le marché des devises, que ce soit à court terme, à moyen ou long terme? On va répondre à cette question-là. Et après, on répondra à la question, est-ce que le marché est efficient d'un point de vue macroéconomique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de faire des gains si on se réfère uniquement aux fondamentaux macroéconomiques, à la macroéconomie pure? Alors déjà, on va donner une petite définition de ce qu'est quand même la spéculation, parce que c'est assez particulier comme définition. Donc, qu'est-ce que l'on entend par spéculation? On n'entend pas le fait d'essayer de prévoir le prix futur d'une devise. Il ne s'agit pas de ça. Quand on parle de spéculation, en tout cas en recherche académique, il s'agit d'avoir un comportement où on essaie de déterminer des points de retournement, voilà, ou des tendances longues. En aucun cas d'essayer de chiffrer cette tendance-là, parce que c'est extrêmement difficile. Quasiment aucun modèle macroéconomique qui permette réellement de trouver ou de prévoir assez précisément en tout cas quelle sera la valeur future d'une parité, d'un taux de change. Il n'y a quasiment aucun modèle macroéconomique à ma connaissance qui arrive à répondre à cette question-là. Donc quand on parle de spéculation, il s'agit surtout et avant tout de déterminer des points de retournement ou des tendances longues et d'arriver à les prendre sans véritablement savoir jusqu'où elles peuvent aller. Donc alors, comment spéculer sur le marché des devises? Il y a deux méthodes pour le faire. Une première méthode qui est en fait l'analyse de chartiste ou l'analyse technique comme on dit, et puis il y a une deuxième méthode qui repose sur l'analyse plus fondamentale, c'est-à-dire plus sur les données macroéconomiques, voire même des données, je dirais, politiques, par exemple le jeu des élections, etc. peut jouer. Première question que l'on va se poser, est-ce que le chartisme, est-ce que l'analyse technique est une technique de gestion qui est profitable? Alors là-dessus, pour répondre à cette question, qui est fondamentale, me semble-t-il, pour tous ceux qui font de la gestion en intraday, en analyse technique, la réponse est ambiguë, je suis désolé de le dire. La réponse était moins ambiguë dans les années 70-80. Il s'avérait que des règles de gestion relativement simples comme les moyennes mobiles, le MACD, le RSI, enfin ces différents indicateurs qui sont très connus, présentaient de bons résultats dans les années 70-80. Fort de ce succès et fort de la recherche académique qui a mis en évidence le côté profitable de ces stratégies-là, elles ont été copiées de plus en plus. Ce qui fait qu'à partir des années 90, il s'avère que ces stratégies, les bandes de boulanger, le MACD, le RSI, voire même les moyennes mobiles, ont commencé à avoir une espérance de gain qui était moins grande, ce qui est tout à fait logique puisque les gens imitent ces stratégies-là, et ce qui fait que comme elles sont de plus en plus utilisées, l'espérance de gain diminue et aujourd'hui, je ne peux pas assurer qu'elles soient véritablement gagnantes. Quelqu'un qui investirait son argent uniquement sur le marché des devises, uniquement en utilisant les indicateurs techniques, je ne suis absolument pas certain que ça puisse être gagnant. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, je dirais, de la recherche académique sur la question de l'analyse technique, ou est-ce qu'on peut gagner de l'argent aujourd'hui sur le marché des devises uniquement à partir d'indicateurs techniques ou à partir d'indicateurs un peu plus fondamentaux macroéconomiques? Il s'est développé un champ d'analyse à partir des années 90 absolument, je dirais, vraiment fabuleux, qui est celui de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés de gestion, la plupart des fonds d'investissement ou des banques qui utilisent, je dirais, des outils quantitatifs, hein, pas que l'analyse technique, mais des outils quantitatifs, ont recours à l'intelligence artificielle. Et là, d'un point de vue de la recherche académique, c'est clair. Ce sont des techniques qui sont gagnantes. Il y a différents algorithmes qui ont présenté des résultats tout à fait remarquables. Il y en a 3 qu'on peut retenir. Ce sont les réseaux de neurones. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme un réseau de neurones, bon, voilà, comme son nom l'indique, c'est un algorithme qui reproduit le fonctionnement du cerveau humain. Donc, avec un jeu de relations entre neurones, on arrive à reproduire ça dans un algorithme. Et c'est un algorithme qui permet de prendre des décisions en fonction d'informations qu'on donne. Alors il y a différentes couches de neurones et de sous-couches de neurones avec un certain nombre de neurones par sous-couche. Et on donne des informations qui peuvent être techniques ou fondamentales. Sur la première couche de neurones, il y a un traitement mathématique qui est fait de cette information-là. Et vous avez une neurone finale qui donne l'information, oui ou non on doit investir sur la parité euro-dollar par exemple. Ça c'est ce type déjà de modèle. Et ça présente déjà de très bons résultats, avérés d'un point de vue académique. Deuxième type d'algorithme en intelligence artificielle, ce sont les algorithmes génétiques. Ça aussi c'est extrêmement intéressant, c'est fondé sur la théorie de l'évolution de Darwin. Ça vise, alors je présente le principe très rapidement et je dirais un peu grossièrement, mais l'idée c'est d'établir plusieurs stratégies d'investissement et d'essayer de faire de coupler, de faire des mariages entre ces stratégies. Donc on prend une stratégie 1, une stratégie 2, on la mélange, c'est-à-dire qu'on prend ces différentes caractéristiques, un peu comme un chromosome qui pourrait détailler les caractéristiques d'un individu. On va essayer de mélanger ces différentes caractéristiques de la stratégie 1 avec la stratégie 2, de manière aléatoire. Et ce mélange-là va donner une descendance, va donner une stratégie. Et cette stratégie-là, on va la tester par rapport aux parents, la stratégie 1 à la stratégie 2, pour savoir si elle est supérieure. Et on fait sans cesse comme ça des comparaisons entre stratégies. Et la théorie de l'évolution fait qu'on va sélectionner la stratégie qui est la plus robuste, qui est la plus optimale. Donc ça constitue un deuxième type d'algorithme qui présente également de très bons résultats. Et enfin, il y a un dernier type d'algorithme qui s'est développé il y a une dizaine d'années, que l'on appelle les PSO. Et c'est un algorithme qui reproduit le fonctionnement du monde animal, notamment les oiseaux migrateurs ou le fonctionnement des abeilles ou le fonctionnement de la communauté des fourmis. C'est assez stupéfiant, c'est très intéressant à étudier parce que c'est vrai que ce sont des animaux qui ont une intelligence individuelle qui est extrêmement limitée. Par contre, ils ont une intelligence collective qui est tout à fait remarquable. Voilà. Et c'est ça le mystère. Et les chercheurs ont développé des algorithmes qui permettent de reproduire le fonctionnement du monde animal. Et quand on l'applique au marché financier, au marché des devises en particulier, cela présente de très bons résultats. Et aujourd'hui, l'état de la recherche prouve que ce sont les modèles hybrides, ce sont des modèles qui mélangent ces différents types d'algorithmes, réseaux de neurones, algorithmes génétiques, PSO. Ce sont les modèles hybrides qui présentent les meilleurs résultats. Et on peut dire que effectivement, il est possible de gagner de l'argent d'après cette approche-là, non plus directement avec des indicateurs techniques comme le MACD, le RSI, etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu terminé. Enfin, c'est terminé, on peut toujours l'utiliser en complément, mais un indicateur de ce type utilisé seul ne produira pas un gain je dirais récurrent sur le long terme. Ce sont plutôt l'intelligence artificielle, ces modèles-là qui aujourd'hui présentent les meilleures perspectives. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en est, puisque le temps passe, donc je vais accélérer un peu le rythme, qu'est-ce qu'il en est de l'efficience macroéconomique? Alors l'efficience macroéconomique en fait implique que deux choses, deux implications. La première implication c'est que il existe une relation de moyen terme entre le taux de change et ses fondamentaux, et qu'il existe des forces de rappel qui permettent de corriger des déséquilibres liés au change. Ça veut dire qu'il existerait une relation de long terme où le cours, la parité euro-dollar, par exemple, si on prend celle-ci comme exemple, reviendrait à moyen et long terme automatiquement vers ses fondamentaux et une force de rappel systématique. Ça, c'est la première implication. Et la deuxième implication de cette efficience macroéconomique, c'est la possibilité de prévoir le futur du taux de change à l'aide des fondamentaux macroéconomiques. Et la recherche académique a essayé de tester cette efficience-là. Est-ce que la première implication est validée? Il s'avère que la première implication est validée uniquement dans le cas de la parité euro-dollar. Il y a eu des tests qui ont été réalisés sur la parité euro-dollar, la parité livre sterling dollar et yen dollar.
Et sur ces 3 parités qui ont été testées, seule la parité euro-dollar semble avoir une relation de co-intégration. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'économétrie, il s'agit d'une relation de co-intégration entre l'évolution de la parité euro-dollar et ses fondamentaux économiques. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut donc dire que sur la base de ces fondamentaux macroéconomiques, on peut arriver, je dirais, grosso modo, à expliquer l'évolution de la parité euro-dollar. Maintenant, est-ce qu'il est possible, sur la base d'indicateurs macroéconomiques importants, comme par exemple le PIB qui sera donné cet après-midi sur la parité euro-dollar, est-ce qu'il est possible de prévoir l'évolution future d'une parité? Là, la réponse est beaucoup plus nuancée. Il s'avère qu'il n'est pas possible, semble-t-il, d'après les dernières recherches académiques, de pouvoir prévoir l'évolution de la parité euro-dollar sur la base d'informations macroéconomiques sur un horizon inférieur à 1 mois. Ça ne fonctionne pas. C'est plutôt l'analyse technique qui donnerait de bons indicateurs. Par contre, à partir d'un horizon d'investissement de 3 à 24 mois, c'est une approche qui présente de très bons résultats. Alors, voilà, pour, je dirais, conclure un peu sur cette présentation-là, vous voyez que la question de l'efficience des marchés est fondamentale, parce que si vous pensez que les marchés sont efficients, à ce moment-là, il y a peu de chances de pouvoir battre le marché. Il vaut mieux se retirer des marchés des devises. Ça sera extrêmement difficile. En revanche, si vous pensez que les marchés sont inefficients, comme on l'a essayé de le démontrer pour l'efficience spéculative et l'efficience macroéconomique, on voit qu'il y a des opportunités de gain. Alors à ce moment-là, c'est vous devez choisir votre philosophie d'investissement. Si vous allez voir effectivement en fonction de ces réponses-là, s'il vaut mieux plutôt utiliser l'analyse technique ou plutôt l'analyse macroéconomique. En tout cas, si vous utilisez l'analyse technique, je vous conseille plutôt de basculer sur des modèles liés à l'intelligence artificielle, réseau neurones, algorithme génétique, PSO. Et si vous êtes plutôt, je dirais, ancré sur une prise de décision en fonction d'indicateurs macroéconomiques, d'annonces macroéconomiques, à ce moment-là, prenez un horizon d'investissement à 3 ou 24 mois. Mais essayer de spéculer à court terme sur la base d'indicateurs macroéconomiques à court terme ne semble pas être, en tout cas, viable. Il vaut mieux utiliser l'analyse technique. D'où peut-être une approche complémentaire à court terme, analyse technique, et moyen long terme, analyse fondamentale. Voilà, en quelques mots, ce que l'on peut dire sur le marché des devises, la frontière d'efficience et les devises comme différentes classes d'actifs. Maintenant, je vais prendre connaissance de vos questions et y répondre. Voilà, donc merci Patrice pour cette présentation très variée sur les classes, sur le Forex en tant que classe d'actifs, sur la frontière d'efficience. Alors, vous êtes déjà quelques-uns à avoir laissé traîner des questions sur lesquelles je vais revenir. Alors, en ce qui concerne le son, ça fonctionne normalement. Par contre, il est vrai qu'on va peut-être basculer sur peut-être un casque pour la prochaine présentation, mais concrètement la présentation était parfaitement audible. C'est donc le moment de laisser traîner vos questions. J'en vois déjà un certain nombre dans la file commentaire auxquels Patrice va pouvoir répondre. Patrice donc que je remercie. Cette présentation de toute façon elle est enregistrée, n'oubliez pas, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Alors, un certain nombre de questions. Une question tout d'abord de la part de l'auditeur Summer Winter. Le souci est que le DAX, par exemple, est peu corrélé à la devise euro-dollar. Donc, si nous sommes positionnés à l'envers sur deux actifs, nous perdons malgré tout. Alors, Patrice, a priori, qu'est-ce que tu peux dire sur ces éléments ? Alors, c'est vrai que la corrélation de la parité euro-dollar par rapport aux actions, ça dépend. Enfin, il y a des périodes où c'est plus ou moins décorrélé. Bon, effectivement, en ce moment, ça semble être un peu plus décorrélé. J'ai pas très bien compris en fait le sens de la question, puisque les deux positions inverses, ça me semblait pas extrêmement clair. J'ai pas bien identifié la stratégie en fait qui a été mise en place. Je pense qu'elle a sans doute voulu dire que, enfin, le mieux c'est de faire un positionnement sur la parité euro-dollar en fonction d'indicateurs macroéconomiques, plutôt de prise de décision en fonction de la politique monétaire, politique de décision de taux d'intérêt, quantitative easing, etc. Après sur le DAX, enfin, il ne me semble pas que ce soit décorrélé actuellement. Pour moi il y a une corrélation parce que... Et concrètement vous, monsieur Lesgourg, comment vous appréhendez la corrélation entre le taux de change euro-dollar et les marchés actions européens? Parce que je pense que là la question de Summer Winter, c'est de savoir comment s'articule l'évolution du prix
des indices européens et du taux de change euro-dollar. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment un cas particulier avec le DAX ou est-ce que les actions allemandes rentrent dans leur lien avec l'évolution de la devise? À mon avis, le lien qui est réalisé, c'est en fonction des taux d'intérêt de la politique monétaire. C'est le lien aujourd'hui que l'on peut établir depuis qu'on est rentré dans le quantitative easing, qu'on a une politique monétaire non conventionnelle. Il s'avère que la parité euro-dollar est assez corrélée au DAX, au sens où dès qu'il y aura une remontée des taux d'intérêt aux États-Unis qui est attendue en fin d'année, semble-t-il, évidemment on va avoir une appréciation du dollar et on va avoir un infléchissement des bourses. La corrélation, elle est là. Il y a une relation inverse, mais il y a quand même corrélation entre les deux. Après, est-ce qu'il y a une relation particulière avec le DAX? Le DAX, moi, sur le marché allemand, il y a quand même une petite problématique, c'est la bulle obligataire sur la dette allemande. Donc à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir une forte corrélation, nécessairement entre taux d'intérêt, obligations, actions et parité euro-dollar. Donc il me semble que il faut établir une stratégie de décorrélation. C'est-à-dire, dès qu'il y aura une remontée des taux d'intérêt, moi j'invite sincèrement à quitter le marché obligataire de la dette à 10 ans allemande et de quitter le DAX. Enfin, sauf ceux qui veulent spéculer à la baisse, on peut le faire à travers des CFD, etc. Mais ceux qui prendraient des actions, qui achèteraient des actions en titre vif, je ne le conseille pas. Je conseillerais plutôt de quitter le marché action. Alors, merci M. Lesgourd pour cette réponse. Il y a une seconde question de Lionel par rapport donc à ce que vous avez pu exposer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle face aux traders particuliers. Alors c'est extrêmement compliqué parce que ce sont des modèles mathématiques qui présentent un niveau assez élevé. Nous on travaille sur des modèles là avec des docteurs en mathématiques. Moi-même j'ai un doctorat de sciences économiques, je suis spécialisé en finance internationale, mais je serais en difficulté de faire un modèle de réseau de neurones ou d'algorithme génétique ou de PSO. C'est vraiment, je dirais, assez technique et il me semble pas que ce soit accessible à des particuliers, enfin sauf s'il y a un particulier qui est docteur en mathématiques qui a fait sa thèse sur là-dessus, oui, mais non, c'est pas accessible. Peut-être qu'il y a des opérateurs qui créent des robots sur la base de l'intelligence artificielle et qui peuvent vendre cette information et qui donnent les signaux directement aux particuliers et les particuliers peuvent s'abonner à ça, mais à mon sens ça reste encore assez en fait c'est assez confidentiel parce que ceux qui font ça, soit ce sont des chercheurs en laboratoire et ils spéculent pas avec ça, eux c'est juste au titre académique, ils sont contents, ils ont fait une publication dans une revue à comité de lecteurs et ils ont cette reconnaissance de leur père et ça leur suffit et ils ne cherchent pas à l'exploiter. Et après vous avez des fonds d'investissement, des banques, des centres de recherche privés comme nous, où nous on va essayer de mettre en place de tels modèles, mais évidemment on ne vend pas on vend pas les signaux, on les garde. Concrètement, vous allez les utiliser pour vos investissements. Absolument, il me semble que c'est plutôt compliqué pour les particuliers pour avoir accès, sauf je dis, un opérateur qui le développerait et qui vendrait son flux d'informations. À ce moment-là, oui, le particulier pourrait les suivre. Alors justement, il y a une question donc, d'un auditeur qui se cache derrière le pseudo JP Trade, toujours en lien avec cette intelligence artificielle. Comment concrètement un trader particulier peut avoir accès à ces algorithmes très complexes comme donc le réseau neuronal ou autre. En tant que spéculateur de base, finalement, on restera toujours très éloigné de ce type de système. On ne peut que suivre leurs conséquences sur les marchés. Oui, absolument. Alors ceux qui connaissent un petit peu, celui qui a posté ce commentaire connaît un peu. Déjà, le fait d'utiliser neuronal signifie qu'il a un petit peu et qui connaît un peu le fonctionnement de ça. Alors ceux qui utilisent MetaTrader, vous savez, vous avez la possibilité de faire de la programmation en C ou en C++, et il existe des bibliothèques où effectivement vous pouvez retrouver des réseaux de neurones, voire même des algorithmes génétiques, et vous pouvez les réintégrer. Ça c'est possible. Mais il faut avoir quelques connaissances en programmation, en C++, il faut savoir parfois modifier un peu le programme pour l'adapter. Mais oui, il y a des librairies qui existent en C++, donc ceux qui savent faire la programmation, ils peuvent le faire. Après, les librairies qui existent, c'est plutôt sur des logiciels mathématiques comme MATLAB ou comme... MATLAB. Donc là, ça nécessite quand même déjà un traitement. C'est pas du C++. Vous avez également le logiciel R qui est libre. Là aussi, c'est une programmation en langage R, qui peut être traduit en langage C, mais il existe des librairies. Donc c'est pas impossible pour ceux qui connaissent un peu la programmation de mettre en place ce type de stratégie.
Alors, merci Monsieur Lesgourg. Il y a énormément de questions justement de la part de Philippe ou encore Fabrice ou Bill ou d'autres participants en lien justement avec ces endroits où on peut trouver des algorithmes, donc PSO, neurones, animal. On voit qu'il y a quand même des connaisseurs parmi les auditeurs. Je pense que c'est un peu un point commun de l'ensemble de ces questions. Quelle serait d'après vous la façon la plus simple pour y accéder de manière... Moi je vous dis, les librairies elles existent en ligne, sur internet. Il faut évidemment. Je sais qu'il y a des librairies qui existent en C++. Il y a un réseau de neurones qui traîne un petit peu sur internet. Attention à l'utiliser parce que vu qu'il est sur internet, il a déjà dû être utilisé par plusieurs opérateurs, donc son espérance de gain diminue. Au fur et à mesure qu'il est utilisé, l'espérance de gain diminue. Donc c'est assez difficile, sincèrement. Voilà, pour répondre à la question, soit vous faites vous-même votre propre programme, votre propre librairie. Il existe des articles de recherche que vous pouvez trouver en ligne, et si vous avez des connaissances poussées en mathématiques ou en programmation, vous pouvez les reproduire. Vous pouvez faire votre propre programme et vous pouvez les mettre sur MATLAB, par exemple. Sinon, la seule possibilité, je vous dis, c'est d'acheter un flux d'informations. Quelqu'un qui vendrait, il ferait des robots, il en ferait 2, 3, 4 réseaux de neurones, algorithmes génétiques, PSO, hybrides, qui reflètent ces différentes stratégies, et puis vous vous abonnez à ce flux d'informations et vous obtenez l'information. Mais sinon, ça me paraît assez compliqué. Mais c'est vraiment très intéressant parce que la recherche académique prouve l'efficacité de ces modèles, une espérance de gain qui est certain, mais c'est difficile. Alors, donc il y a un certain nombre de réactions, et donc en effet, Summer Winter qui vous posait la question tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, qui finalement revient sur le fait que dès lors qu'on met au point ce type d'algorithme, on n'a en fait strictement aucun intérêt à les vendre, à les commercialiser. Ils sont souvent propriétaires de maisons d'investissement qui vont les utiliser pour leur propre gestion. Absolument. Là où il peut y avoir une différence, cependant intéressante, c'est que vous pouvez acheter un algorithme, par exemple un réseau de neurones, où le nombre de neurones ou le nombre de sous-couches pourrait être calculé par un algorithme génétique, donc on a déjà un modèle hybride qui est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que en fait ce sont les informations qui rentrent dans le système qui peuvent changer. Vous pouvez avoir un modèle que vous pouvez acheter par exemple, mais il ne sera pas nécessairement reproduit par tout le monde parce que vous pouvez mettre différents types d'informations. Vous pouvez mettre des indicateurs techniques, vous pouvez mettre des analyses fondamentales, des indicateurs macroéconomiques, et en fonction de ce que vous allez donner à votre intelligence artificielle, cette intelligence va travailler et va apprendre d'une manière différente. Voilà. Donc je partage pas tout à fait ce commentaire, je le comprends, c'est sûr que s'il y a un modèle qui est mis en ligne, tout le monde va l'utiliser, l'espérance de gain va diminuer, sauf que vous pouvez l'adapter, vous pouvez changer le flux d'informations en entrée dans la première couche de neurones, et là vous n'aurez pas nécessairement les mêmes résultats. Donc ça peut quand même être un outil flexible. Alors, merci Monsieur Lesgourg, je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions sur l'intelligence artificielle, sur l'accès à ces algorithmes. Est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose en guise de conclusion par rapport à cette théorie des marchés efficients? Si on devait conclure sur le marché d'échange, qui est probablement le marché qui intéresse le plus ici nos auditeurs. Je dirais pour conclure que la bonne nouvelle, c'est que c'est un marché qui est inefficient déjà. Donc ça veut dire que les opportunités de gain existent. Elles sont identifiées à la fois sur le plan de la spéculation et à la fois sur le plan de la macroéconomie. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire à la fois, si vous êtes, je dirais, un plus adepte de l'analyse technique, il y a possibilité de gagner de l'argent. Et si vous êtes un adepte de la macroéconomie, je dirais un peu plus fondamentale, il y a aussi un moyen de gagner de l'argent. Après, il faut faire attention à comment est-ce qu'on le fait. On sait qu'il n'y a que 10 ou 15% de gagnants sur le marché des devises, en tout cas pour ceux qui utilisent l'analyse technique. Donc là, manifestement, il faut trouver une bonne règle, mais voilà, c'est un marché qui est inefficient, c'est un marché où on peut pratiquer une gestion active et où il y a une espérance de gain qui est certaine. Maintenant, il faut être bon, il faut identifier les inefficiences, et c'est là où est tout l'art du gérant en fait. Merci beaucoup Monsieur Lesgourg donc, pour cette présentation sur le concept scientifique de la frontière d'efficience. Donc, je vous rappelle que Patrice Lesgourg est président du comité d'investissement de Currency Performance Fund.
La présentation a été enregistrée, elle sera disponible dans la journée sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Merci Monsieur Lesgourg, à bientôt. Ne partez pas loin, dans 5 minutes démarrera donc la prochaine présentation. Je vais recevoir Monsieur Rémi Lalagu, directeur général de Rochambeau Global Economics, pour un point complet sur, en aspect pratique, comment créer un fonds d'investissement. Tout ce qu'il faut savoir justement pour bien créer un fonds et devenir un professionnel des marchés financiers. Je vous retrouve donc dans 5 minutes. Merci à tous.